Eh ben, salut Numa. Salut. Ravi de t'accueillir. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots, qu'on sache un peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas fait le lien avec tes multiples activités? Je m'appelle Numa Marango. Je suis dans la pêche depuis longtemps, puisque je suis là depuis la fin de l'adolescence, disons, depuis que j'ai 18-19 ans. Donc j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. Guide de pêche, rédacteur en chef, j'avais monté une revue qui s'appelait Predator, qui a bien marché. Et puis évidemment beaucoup de marketing. J'ai fait les cannes à carpe de 10 pieds, avec lesquels les carpistes utilisent encore aujourd'hui. J'avais monté le défi Predator, qui avait été un gros circuit de compétition. Puis après, j'ai rejoint, parce que c'était un moment de ma carrière où j'étais aussi devenu papa, donc il fallait que je fasse des trucs différents. Après, je suis rentré chez Svensson Sports, c'est-à-dire qu'en fait, je suis rentré pour m'occuper de Savage Gear en France. Voilà. Et aujourd'hui, ça a été racheté par une boîte plus grosse, ce qui fait que je m'occupe de plein de marques en fait, pour la France, mais aussi l'Espagne. Voilà. Bon, là, je dis ça, je suis un peu à un point de ma carrière où je me pose des questions. Parce que ça fait 10 ans chez Savage. Donc là, je me Ah pose la ouais, question de savoir si je veux continuer ou pas. Ils devraient peut-être pas entendre ça, mes employeurs. J'ai un peu des envies. Alors, soit ça se fera à l'intérieur du cadre professionnel actuel, soit ça se fera à l'extérieur. Je sais pas encore. On va voir ce qui se passe. Mais j'ai des gros projets là en plus. Donc, ah canon. Tu fais ouais. du teasing là. Ouais, T'as des trucs ouais, à non, raconter ou mais pas? ouais, c'est vrai. Alors, déjà, je trouve qu'il y a beaucoup trop de carreaux de toute façon dans cette émission. Je suis en train de J'avoue. J'ai envie d'enlever ce truc pour le coup. Mais ouais, bah de toute façon, c'est pas non plus trop un secret puisque par exemple, il y a une chaîne qui va se monter là qui s'appelle La Pure Pêche. Donc Ouais, le premier programme sera mis en ligne le 7 juin sur YouTube. ok. Et ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur puisque ça a une dimension journalistique très importante. Et ça, j'avoue que ça me manquait un tout petit peu. C'est-à-dire que la com D'accord. pure, sans véritable fond, c'est pas ce qui m'excite le plus, même si non, c'est intéressant. Donc voilà. Canon, canon. Bah, on a hâte de voir ça. Alors, 7 juin, c'est ça la date? Le 7 juin, si on est prêt. C'est qu'à début juin, sur la chaîne La Pure Pêche, il va se passer des choses, mais vraiment des choses. Je pense que ça va être vraiment un gros boom. Ouais. Ah, canon, canon. Un peu le boom de Predators. Alors dans mes rêves les plus fous, ça serait le même boom, mais il faut quand même se rappeler que Predator, ça avait quand même été plus qu'un boom, ça avait été une sorte de séisme quand même, et que pendant 5 ou Confirme. 6 ans au moins, ça avait vraiment tenu le haut du pavé. Je sais pas si j'arriverai à faire autant, mais si je pouvais avoir une petite réussite avec ça, au moins pour prouver que je suis pas complètement mort, j'avoue que ça me ferait bien plaisir. Canon, canon. L'idée aujourd'hui, Numa, c'est que tu nous parles d'une chouette partie de pêche, d'un beau moment. Comme on se le disait en préambule, l'objectif, c'est pas que tu nous racontes ta plus grosse prise, sauf si c'est celle que tu considères comme la plus belle. Mais la pêche, c'est aussi des beaux moments en famille, avec des copains, dans des chouettes spots, etc. Des belles aventures aussi. Voilà, donc est-ce que tu as une belle histoire à nous raconter autour de la pêche? Alors, tu m'avais prévenu il y a quelques jours. J'ai pas eu trop de temps pour y réfléchir, mais quand même. Non, en fait, j'ai envie de faire en deux temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera deux anecdotes connectées. Trop Et à bien. mon avis, ce qui peut être intéressant pour toi, pour anglais, comme on dit en journalisme, c'est que en plus, ça peut raccrocher aussi. Les gens, ça les intéresse quand même vachement aussi le côté l'envers du décor, c'est-à-dire la vie professionnelle et tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'être un pêcheur connu ou de travailler dans la pêche, tu vois? En fait, bon, je vais expliquer le contexte. Quand j'étais gamin, d'abord j'ai commencé à pêcher très jeune parce que mon père était pêcheur, mon grand-père aussi, donc la reproduction sociale, la transmission, on connaît. Mais j'étais un peu dans ce que j'aime bien appeler mon stade Tom Sawyer, c'est-à-dire que je pêchais le cheven avec des sauterelles, là, ce qu'on appelle à la Hmm, volante. Souvent, les gens, ils ont un peu oublié ça. Alors, ouais, j'ai avec une peau fait. de mouton, on met les sauterelles sur la peau de mouton. Après, on met ça dans une petite boîte. On passe sous la carapace, puis avec une canne au cou, on attaque les chevennes comme ça. Alors, en plus, le truc, je l'avais bien dupliqué, parce que quand j'ai attrapé des petits vifs, je mettais un hameçon à carpe au bout, puis je pêchais au vif dans les branches. Comme ça, bon, j'avais fait tout un système avant de... Trop bien. J'ai mis longtemps à me rendre compte que les brochets allaient forcément couper ce petit 20 centièmes, là. Bref. Donc je faisais beaucoup de pêche comme ça, vraiment. Là, on est dans la gitanerie. Et ça me plaisait beaucoup. J'aimais bien cette vie-là. Et puis j'ai eu l'impanicite un jour. Et à l'époque, avoir l'impanicite, c'était genre 15 jours d'hospitalisation. Et quand tu as 12 ans, tu t'ennuies hein, quand même. Donc mon père m'amenait tous les magazines et tous les bouquins sur la pêche qu'il trouvait. Le pauvre, ça a dû lui coûter cher. Donc, pour essayer de faire en sorte qu'on se fasse pas virer, parce que j'avais sympathisé avec un autre gars, et je m'en souviens, Pif Gadget avait eu la mauvaise idée de mettre des bombes à eau dans le magazine.
Et donc nous, on balançait des bombes à eau sur les gens de 8 étages de hauteur. Ah Ils ouais. mesurait l'impact au sol, donc il y avait eu des plaintes et tout. Bref. Et parmi toute cette presse qui était déjà à l'époque complètement nulle, hein, d'ailleurs, hein, faut le dire, hein, ça date pas d'hier que c'est mauvais, il y avait un hors-série de la pêche et les poissons, je m'en souviens, Mhm. sur la carpe. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais cette pêche à la carpe. Et vraiment, ça m'a vraiment sauté en plein visage. C'est-à-dire que, et rétrospectivement, je le sais, c'est l'esthétique de cette pêche qui me plaisait. Parce qu'il faut bien se rendre compte, à cette époque-là, il n'y avait pas la pêche au leurre. La pêche à la mouche, c'était univoquement très élitiste. Et puis elle faisait peur pour des mauvaises raisons. D'ailleurs, pour les mêmes mauvaises raisons aujourd'hui, faut pas avoir peur de la pêche à la mouche. C'est pas parce que les mecs dictologiques, ça parle latin, qu'il y a une gestuelle. Je veux dire, la pêche à la mouche, ça s'apprend aussi facilement que de pêcher à tambour tournant. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Mais en fait, en gros, il y avait rien. Sinon, il y avait la pêche au cou qui occupait un peu tout le truc. La pêche au vif, c'était pas très sexy. Et cette esthétique, elle a vraiment profondément parlé à la petite bourgeoisie culturelle en moi. Et donc ça m'avait vraiment plu. Et donc ma seule obsession en sortant de l'hôpital, c'était de commencer à prendre des carpes. Et donc j'allais sur les étangs de chasse où allait mon père et tout. Mais évidemment, je faisais tout et n'importe quoi. Alors j'essayais de fabriquer des bouillettes, mais ça marchait pas. Et puis des bouillettes à cette époque-là, je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui où elles sont habituées quand même à en manger. Il fallait en mettre un certain tonnage pour qu'elles commencent à s'y intéresser. Bon, le Sensas vendait des 100 grammes de bouillet, je m'en souviens, 20 francs. Bon, 20 francs, c'était un truc de fou. Donc, c'était inaccessible pour un gamin de 12-13 ans. Bref, ce qui fait qu'à la fin, une sorte de compromis en compromis, en discutant avec mon père, j'avais essayé de mettre des pommes de terre cuites en cheveux, parce que je voulais évidemment pêcher aux cheveux, moi, je voulais pas. Voilà. Pas Et sur quand je l'hameçon. lançais, à mon avis, la pomme de terre touchant l'eau, elle quittait immédiatement le cheveu, tu vois, t'imagines, la patate cuite. Bref, et un jour, donc je galérais, je faisais rien du tout. Et un jour, mon père, il vient pour agréner les canards, parce qu'il était chasseur. Et évidemment, il sait que là où il pose des graines pour les canards, bah, les carpes, elles sont là. Et moi, en plus, j'avais un peu lâché l'affaire, j'étais parti pêcher les perches, comme je disais, avec un petit vif là dans les herbiers, ça me plaisait bien. Et en fait, il a repris le montage, il a mis la patate avec une aiguille à locher directement sur un Mhm. triple, hein, comme ils font les anciens. Il a posé ça devant, et à un moment, j'écoute gueuler, il m'appelle, Numa, 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 je viens, et là, cette image restera toute ma vie. J'avais eu des images un peu avant déjà de carpe qui m'avaient marqué. Je repense que toi, quand tu abandonnes ta canne au cou, il y a une carpe qui prend l'asticot, puis tu vois ta canne qui flotte en surface, qui part comme ça. Bon, c'est des images incroyables quand t'es Mhm. gamin, quand t'as 4, 5, 6, 8 ans. Mais là, de voir cette bobine qui tourne, qui s'affole et tout, et mon père très détendu à côté. Alors, connaissant mon père, qui était quand même bien menteur, je pense qu'il avait déjà ferré le poisson, limite peut-être qu'il l'avait sorti, qu'il l'avait raccroché, j'en sais rien, parce que je le trouvais très décontracté par rapport à ce qui se passait. J'arrive, je ferre, c'était une vieille canne surf casting, ou je me demande si c'était pas une télescopique pour pêcher au toc. Bon, bref. Je ferre le truc, un combat qui me paraît évidemment homérique, et puis je sors une carpe de 3 kilos qu'on assomme, qu'on bouffe le Canon. dimanche. Ça a été le début d'un truc, mais ça m'a complètement je peux pas décrire ce que ça m'a fait. Ça a été vraiment une révélation. Et donc après, j'ai pêché à carpe pendant des années. Après, j'ai découvert la pêche au leurre. Il y a eu tout un tas de trucs. Les années passent et alors, très longtemps après, puisque je pense que je devais avoir une trentaine d'années, quelque chose comme ça, 30-32 ans, rien à voir. Je pars avec un gars qui s'appelle Nicolas Janin au Sri Lanka, il me semble. Et je pars avec mon copain Ryusuke Hayashi. Bon, les gens ont un peu oublié de malheureusement Ryusuke, mais c'était mon Oui. super pote. Voilà, on a fait le tour du monde ensemble, un japonais. Et on va au Sri Lanka. Et moi, j'avais fait déjà plein de voyages, hein. J'étais allé en Mongolie, au Brésil. Enfin, j'avais fait déjà beaucoup de choses. Et, et c'est là où d'ailleurs je veux en venir, c'est que quand même, pendant très longtemps, j'ai été. Alors déjà, pendant très longtemps, je pensais que c'était une bonne idée de balancer du CO2 dans l'air pour aller à l'autre bout du monde, de prendre des poissons. Je suis un peu revenu là-dessus. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais moi, je pense que je l'ai suffisamment fait. Plus, ça serait de la gourmandise, voire même irresponsable. Donc, à part quelques trucs que j'ai encore un peu envie de faire, comme le poisson tigre, les voyages de pêche, j'ai tendance à plus trop les faire. Voilà. Mais Ok. donc, on se retrouve là-bas et la target, c'était le barramundi, poisson dont j'avais une conception assez abstraite. Et on ouvre la partie avec Rusquet sur cet estuaire, là, cette embouchure, je me souviens plus trop d'ailleurs. Et, et donc, comment ça se passe? Il y a des barrages là pour un peu faire passer les crevettes, les machins. Et il se trouve que les barramundi sont pas là. Ils sont visiblement en mer. Donc, nous, avec Rusky, on s'en fiche un peu. On se rabat sur les snappers, les petits trucs comme ça. Il y avait des crocodiles marins, il y avait des iguanes. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon Trop chouette. voyage. Je veux dire, c'était pas le problème. On faisait des touches. Et arrive un peu la fin du séjour. Et là, il y a une décision qui est à prendre. Et Rusky, il dit, moi, je veux bien essayer de remonter en amont.
pour voir s'il y a du poisson à faire, voir même s'il n'y a pas des barramundi qui sont stockés là-haut. Et moi, je dis au guide, ben, si tu veux tenter le coup au barramundi à l'entrée de l'embouchure, je viens avec toi. Et à un moment, de fil en aiguille, jerkbait, énorme remous, barramundi, gros combat, il part dans les piquets, machin, truc. Bref, aucune importance. Jusqu'à ce que je sorte le poisson de l'eau. Et c'est là que je voulais en venir. Tout ça pour ça. Mais bon, il faut bien tenir une heure d'émission. Trop bien. Et je me mets à trembler. Mais à trembler comme ça ne m'était juste pas arrivé depuis 20 ans, en fait. Je me mets à trembler. Une fois qu'on a relâché ce poisson, je ne pouvais même plus refaire un nœud, je pouvais plus lancer, j'étais assis au fond du truc. Et j'ai eu vraiment le temps de me dire, mais enfin, quand même, c'est pour ça que tu pêches, hein. Donc là, on est un peu chez Rousseau, c'est le réveil des émotions originaires. Mais ça m'a vraiment rappelé qu'en fait, le but du jeu de la pêche, c'est pas de perpétuellement prendre plus de poissons et plus gros. D'abord, c'est très difficile à faire. Souvent, j'ironise là-dessus quand je prends un brochet, un jack, là. Souvent, je dis, et voilà, 157e, 157e 1823 brochets. Parce que quand même, qu'on le veuille ou non, la pêche en tant que pêche de rendement et en tant que performance est pour moi une impasse. Ça dure au début, c'est les premières années, ça c'est intéressant parce qu'en fait on essaye de se confronter au milieu, on essaye de déclarer sa propre compétence, de faire sortir ses propres capacités de pêcheur. Bon, mais généralement, même aujourd'hui, quand je prends un poisson, main brochée de 110, je peux pas dire que ça me fasse grand-chose. Et franchement, demain, je battrais mon record basse, ça me ferait pas grand-chose finalement non plus. Je serais content, mais ça n'irait pas au-delà. Et en Mais fait, il y a quand même... je Pardon. pense qu'il y a deux choses, excuse-moi Numa, il y a deux choses qu'on oublie dans la pêche. Il y a le côté performance, le plus gros ou la plus grosse quantité. Mais je pense qu'on a tous commencé, comme tu le disais, avec ta première carpe. C'est aussi l'événement, l'émotion, le moment que tu passes. Et c'est un peu ça aussi que je veux faire passer comme message au travers de cet échange. C'est vraiment, on peut passer un chouette moment sans avoir battu des records, sans avoir fait des Exactement. exploits. Le petit brochet que tu t'es déchiré à aller chercher, où tu as fait ton super lancer, ou le moment partagé avec les copains, la famille, c'est aussi chouette. Bref, je te laisse finir Non, non, ce non, non, t'inquiète Baramundi. pas, en plus, j'arrive au bout. Après, derrière, c'était plus la réflexion que ça a induit chez moi. Parce qu'en fait, bon, si tu veux, il y a d'autres espèces de poissons. Quand j'ai pris mon premier peacock, ça ne m'avait pas fait ça. Enfin, il y a tout un tas d'espèces de poissons où finalement, ça ne s'est pas produit. Donc, je m'étais quand même beaucoup posé la question, pourquoi là, ça t'avait plu? Et en fait, je me suis rappelé qu'en vrai, cette première carpe, elle m'avait fait plaisir, mais pas tout à fait comme une autre première carpe, celle que je considérais à l'époque comme ma vraie première carpe. Alors, ça veut dire Hmm. quoi? Et là, je pense à ce que Gilles Deleuze, il appelait les agencements. Gilles Deleuze, c'est à propos du désir qu'il disait ça. Il prenait lui-même cet exemple, d'ailleurs, dans une interview qu'il donnait. Euh, il disait, mais en fait, la fille qui s'achète une robe, elle veut pas simplement cette robe. C'est pas juste avoir cette robe qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est par exemple, d'avoir cette robe, mais de la porter certains jours, un jour où il fait beau, et de passer dans telle rue, d'aller du boulot jusqu'à son petit copain pour aller la voir, et croiser sa copine pour lui montrer. C'est ce qu'il appelle des agencements. Et dans ma première carpe, elle m'avait plu. Comme m'ont plu tous les poissons que j'ai pris, j'ai jamais été blasé de prendre du poisson. Je veux dire, rien que pour la touche, déjà, c'est Hmm. super pour un poisson de n'importe quelle taille. Je peux avoir le regret d'avoir abîmé un petit poisson pour juste avoir une touche, ça c'est vrai. Mais je veux dire, moi, quand je prends un poisson de 70, un brochet de 70, une perche de 40, je suis ravi. Je veux dire, comme tout le monde. Mais simplement, et je pense que c'est ce qui a pris le dessus avec les années, c'est quand même la manière compte énormément. Et moi, je ne voulais pas la prendre à la patate, je voulais surtout pas la prendre avec un trip, je voulais la prendre avec une bouillette et un cheveu. Parce que Et c'était avec ta ça, bouillette que tu avais fait toi. ou en tout cas une bouillette en général, mais en tout cas, je voulais la faire comme les Anglais et les précurseurs français le montraient dans ce magazine. Et ça, je pense que tant qu'on n'a pas compris ça, on comprend rien aux pêcheurs. C'est-à-dire que si on comprend pas ça, on en est réduit à dire ah bah oui, mais la pêche aux streamers, alors je sais ce qu'on va me dire, oui, certains jours, l'hiver, les streamers sur les brochets, ça marche très bien, ça peut même marcher mieux que certains leurres. Toute chose égale par ailleurs, si tu veux prendre un brochet au leurre, mets un leurre plutôt qu'un streamer. Ne serait-ce que pour le... C'est facile à comprendre, ne serait-ce que par Mhm. rapport au nombre de lancers et à la diversité des leurres que tu peux utiliser. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour se dire, ah ouais, non, ça, donc, mais ce qui explique
qu'on pêche le brochet au streamer, c'est pas que l'efficacité, sinon ça tiendrait pas. C'est qu'on veut le prendre de cette manière-là. On veut le prendre à la mouche, en portant peut-être cette belle chemise à carreaux de bûcheron qui fait bien pêcheur anglais ou bien pêcheur canadien, parce qu'on pense à la photo qu'on veut faire après sur Instagram. Tu vois, le genre de dire, bah, j'ai fait tel poisson, bah, je suis content parce que c'était ma nouvelle casquette et comme ça va me permettre de la montrer sur Facebook ou sur TikTok, tu vois. Et Ou à la c'est famille dimanche. exactement. Et, euh, et pour le coup, c'est un peu ça. Je me suis dit, bon, en fait, ce qui t'intéresse, c'est pas des nouveaux poissons ou des gros poissons. J'avais quand même dépassé ça depuis longtemps. Voilà. Ce qui m'intéresse le plus dans la pêche maintenant, mais donc ça a été dès le départ, parce que je pense que c'est vraiment l'essence même de ce que fait le pêcheur. C'est la manière, c'est comment je veux l'attraper. Et alors, par exemple, il y a un truc qui m'horripile, je le dis, si un jour je pêche avec des gens, en fait, je me fous de faire 20 poissons dans la journée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de les faire, mais peut-être aussi d'en faire que 3 ou 4, mais de les faire comme moi j'ai envie de les faire, comme j'ai décidé de les prendre. Et souvent, ce que j'aime bien dire, c'est que bien sûr, c'est pénible dans notre métier. Il y a des fois, les gens ils me voient sur l'eau, ils me voient bien galérer. Pourquoi? Parce que je me retrouve, je dis n'importe quoi, au mois de février avec un top water, parce qu'il faut le filmer, il faut le vendre en avril ou mai, et que je peux pas faire la vidéo en avril ou mai, c'est trop tard. Donc bien sûr, c'est pénible, parce que je sais que j'aurais plus de choses autrement. Mais d'abord, je suis payé pour être sur l'eau. Donc ça, on va quand même pas Il y a l'oublier. pire. Il y a pire. Et puis deuxième chose, ouais, mais bon, moi les brochets, j'en ai déjà pris, je m'en fous, je les ai pris les brochets. Là, ça peut m'exciter d'avoir cette contrainte-là, de prendre comme ça. Et si en plus c'est moi qui décidais de la manière de prendre, par exemple justement j'aime bien pêcher le brochet au streamer, je sais que j'en prendrais plus si je sortais mes leurres et tout ça, ça je sais faire. Ben voilà, ça va me plaire. Et par exemple, me retrouver dans une situation de grand débutant, avec certaines techniques, par exemple avec Gaël, on en parle souvent, je veux qu'il m'amène pêcher Gaël Evan, je veux qu'il Mhm. m'amène pêcher la truite au toc. Parce que je Ah, trouve que c'est intéressant. Et comme j'ai jamais fait, je sais que là, ça va réveiller en moi un truc. La première touche, les difficultés, l'apprentissage. Ça, je sais que ça va me plaire. Ça va t'as me pas plaire fait ça, beaucoup la plus pêche au que toc? faire un. T'as pas fait toi la pêche au toc? Et non, c'est une des rares pêches Ah, que c'est j'ai marrant pas, ça. pas pratiquées. Ouais, parce que je trouvais D'accord. ça ringard nulos quand j'étais gamin. Mais un Mais jour, je me suis oui. retrouvé coincé avec Pierre Sampé, parce que je sais pas pourquoi, je me suis retrouvé à l'emmener je sais pas où. Je me suis retrouvé pendant 200 bandes coincé avec ce mec. Et en discutant avec lui, non, mais je me suis rendu compte que oui, c'était pas juste une pêche à la calée en tenant la canne, c'était plus Ah, compliqué que clairement, ça. ouais. Ouais. Tu Donc je sais que pense c'est qu'en le grand plus, kiff de mon fils marin qui a eu 7 ans là. La pêche en mer, nous on est à côté de la mer et tout. Je vais pêcher le homard, le bar, le maquereau et tout. On a tout pour que ça fasse. Et il me dit non, non, mais moi je veux aller pêcher la truite. Donc là, cette semaine, on est allé ramasser les vers de terre, les mettre dans la petite boîte verte et tout. Il attend qu'une chose, c'est qu'on aille dimanche matin tous les deux attraper 2 truites. Et c'est marrant, ça réveille pas les mêmes émotions pour tout le monde, mais ce que tu disais en fait me rappelle beaucoup ma jeunesse en fait où on a tous commencé effectivement par le toc, le coup ou la carpe, c'était un peu les portes d'entrée. Et ce qui, je pense, toi qui es assez philosophe là-dessus, pourrais peut-être m'éclairer, mais ça a pas mal aiguillé notre façon de pêcher aussi en France. Enfin, moi, je vois moi, je viens de la pêche au coup. J'ai fait de la compétition et du coup, pour moi, c'est vraiment dès que tu peux, tu gagnes des centièmes, tu diminues la taille complètement. de ton Complètement. truc. Et c'est aussi ça qui, moi, c'était un défi longtemps d'essayer de pêcher le plus gros, mais avec le fil le plus petit, tu vois. Ouais, un peu AGFA game, un peu le truc. Ouais. Ouais, ça c'est. Exactement, j'ai pêché ma truite en 6 centièmes, quoi. Waouh, Mm. canon. Bah, en tout Ça, cas, merci, merci ça, c'est un Numa peu. pour cette belle anecdote. Attends, je voudrais quand même rebondir sur ce que Ah, tu as dit. vas-y, excuse-moi. Parce qu'effectivement, quand tu dis que ça détermine grandement ce qu'on fait par la suite, alors je pense que c'est vrai au niveau individuel, comme tu viens de très bien l'expliquer, effectivement, hein, ça pose sur les rails un certain nombre de comportements, mais c'est aussi vrai au niveau collectif. Et je pense que c'est aussi lié à l'intermédiation des objets techniques eux-mêmes, c'est-à-dire du matériel de pêche. Si tu veux, c'est à la fois culturel et médiologique, pour prendre un mot. C'est qu'en fait, par exemple, ça dans mon métier, c'est évident, ce sont les deux facteurs principaux quand on étudie des comportements de consommateurs. D'abord, c'est que le passé pèse 1 tonne sur le présent, et beaucoup plus qu'on le pense. Par exemple, si Mhm. en France, il y a un tel tropisme pour les actions très fastes, très raides, c'est à cause du mormanier. C'est le mormanier qui nous a appris collectivement à pêcher comme ça.
Puis la deuxième chose, c'est que les objets techniques sont réticulés, ils fonctionnent en réseau. Et c'est valable pour tout. Je veux dire, ta voiture, s'il n'y a pas de route, de station-service, ça n'ira pas. Donc là, c'est pareil. C'est ce qui fait que, par exemple, de là, on peut comprendre pourquoi il y a si peu de gens qui pêchent au crankbait. Comment tu peux pêcher crankbait avec une canne en carbone hyper fast? Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que oui, bien sûr. Et alors en plus, si on rajoute ce qu'on a fait quand on était gamin, comme on a commencé la pêche, alors là, oui, effectivement, ça réduit un peu le champ, quoi. Ouais, et puis après, tu as des modes aussi hein, sur le matériel et ça va m'amener à la suite, mais euh, il y a le big bait, il y a eu les jerks, enfin voilà, t'as des espèces d'effets de mode où tout le monde va pêcher avec les mêmes leurres, Ouais, puis mais qui sont on aussi des découvre en fait. résultats ouais, mais qui sont aussi des résultats de contraintes, hein. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends ça typiquement, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au début, mais j'aime bien, je préfère ça plutôt que raconter ma vie. Non, mais les mecs qui nous font chier avec leur petite histoire personnelle, là, qui nous racontent leurs exploits, je trouve ça chiant si Non, on non, n'apprend non, rien. moi j'aime bien en fait c'est aussi comment tu t'es construit et tu vois, et c'est là où ça nous amène, mais Non, mais c'est intéressant si de- ça a une portée générale, mais si c'est juste pour parler de soi. C'est pour ça que je voulais Mm, quand même mm. des anecdotes où on peut parler de différentes choses. Vas-y, Mais par j'adore. exemple, je ne sais même plus pour le coup ce que. Vas-y, dis-moi sur quoi j'étais lancé là. On était parti sur je te parlais des effets de mode. Oui, alors oui, par exemple, si tu prends l'exemple, et ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est qu'au début, pendant de la pêche au leurre, de l'explosion de la pêche au leurre, euh, donc là on parle, tu vois, 2004, 2005, 2008, euh, les gens pêchaient du bord, le sondeur venait juste d'être autorisé depuis très peu de temps, début des années Mhm. 2000, et qu'est-ce qu'on faisait? Ben, en fait, on ratissait tous les poissons moyens, on les attaquait au jerkbait minnow, alors tu te rappelles à l'époque c'était les beef Et quiz. encore, alors là, tu me parles d'un temps qui est vachement avancé, parce que moi, pour reprendre, alors ça fait très égocentrique, et même si j'aime pas ça, moi j'ai commencé le leurre après la cuillère, avec ma canne justement à Mormanier dont tu parlais, à balancer du chadrap Alors 10 justement, cm, je crois. ouais, mais alors justement, c'est bien que tu me reprennes là-dessus parce que c'est quand même alors effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, ce dont tu me parles, c'est la pêche au leurre avant la pêche au leurre. En fait, l'explosion de la pêche au leurre, il suffit pas qu'il y ait des leurres. C'est-à-dire que c'est Mm. attaché à des pratiques. Et clairement, et d'ailleurs c'est ça le secret du magazine Predator, c'est que pendant très longtemps on utilisait des leurres pour prendre des carnassiers, pour essayer de prendre des brochets, des machins. Ce qui caractérise la pêche au leurre, c'est le renversement chiasmatique, c'est de dire on ne pêche plus au leurre pour prendre des carnassiers, on essaye de prendre des poissons pour pêcher au leurre. D'où l'intérêt aussi pour le cheven, pour essayer de prendre des carpes au leurre, tout et n'importe quoi au leurre. C'est-à-dire que la focale, elle est mise sur le leurre et plus du Mhm. tout sur le poisson. Et d'ailleurs, ça a eu un effet très concret qui est d'ailleurs complètement en train de se dissiper maintenant, et d'ailleurs c'est heureux, c'est qu'en fait tout ce qui était leurre avant la pêche au leurre, les rapalas en balsa, le plomb palette, les ondulantes, les tournantes, type l'usox, la MEPS et tout ça La pendant des Glialon années a numéro connu 2. une énorme éclipse, précisément parce que c'était la pêche au leurre avant la pêche au leurre. Mhm. Et bon, là, c'est en train de passer parce que ces générations-là n'ont pas connu tout ça. Mais moi, ce que j'appelle pêche au leurre, c'est vraiment la véritable explosion de la pêche au leurre. C'est quand ça va commencer à devenir non pas un loisir de masse, ça faut attendre 2015-2016 pour que ça commence, mais en tout cas que ça commence à recruter énormément dans les effectifs de pêcheurs, et en particulier avec une donnée très importante, il y a eu un moment pendant très longtemps où 9 gamins sur 10 qui se mettaient à la pêche, ils se mettaient à la carpe. Et puis quasiment du jour au lendemain, et ça coïncide un peu avec Predator d'ailleurs, disons que ça a été un peu plus équilibré. Il y avait des gamins qui allaient à la carpe, puis il y a des gamins qui allaient vers le leurre. Donc pour moi, c'est ça l'explosion de la Ça a pêche. été pas mal médiatisé, hein. Moi, je me souviens être passé sur TF1, j'ai des copains sur Canal, etc. On a tous participé à ce truc-là. Il y a eu un boom, et en fait, enfin, il y a eu à la fois le côté underground avec des magazines comme Predator, et il Exactement. y a eu aussi le côté média grand public. Enfin, je te dis, moi, j'ai mes ex-nanas de 10 ans avant qui m'ont contacté en me disant putain, t'es passé aux 20h de TF1, Claire Chazal, la veille de la rentrée, truc de Ouais, fou, exactement. pour parler de pêche. Truc qui est, enfin, avant la pêche, c'était pas ça, quoi. Et comme TF1 l'a fait, après, il y a Canal, il y a Le Monde, il y a machin, etc. Alors Et attention, il y a plusieurs trucs là-dedans. En fait, il parle pas de la pêche, hein. Il parle d'une certaine forme de pêche. oui, c'était le street, etc. Voilà, Ouais. parce qu'il y a aussi un rapport de classe. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi il parlait de pêche? Parce que là, en fait, il parlait de petits bourgeois ou de bourgeois qui pêchent, hein. Ils vont jamais, ou alors quand ils vont voir les mecs qui pêchent les truites de lâcher, là, Hmm. les ouvriers, là, le traitement n'est pas le même. Parce que Non, puis tu sais, sur la 3 un samedi de mars, c'est pas le 20h de c'est ça. Et puis Chazal. il faut voir comme ils en parlent, la condescendance avec laquelle ils Hmm. en parlent et tout ça, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, oui, pour en revenir à cette histoire d'explosion de pêche au leurre,
Il y a vraiment eu un moment, ce boom extraordinaire qui s'est produit et qui a, pour le coup, à mon avis, énormément recruté, hein. Il y a eu un moment. Mhm. Parce qu'en fait, la carpe, c'est super, mais ça peut pas convenir à tout le monde. Et là, le fait qu'il y ait différentes offres, ça a été sympa. En plus, ça a obligé d'autres pêches comme la mouche à revoir un peu les prétentions à la baisse et à s'ouvrir un petit peu. Et ça a été bon, je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde, clairement. Ouais. Ouais, et puis il y a un truc chouette avec le leurre. Par rapport à cette génération-là aussi, c'est le côté game. Mm. T'as des leurres de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les profondeurs. Ça devient un jeu en fait de trouver le bon, de l'animer bien, etc. C'est ça. Là où la carpe, t'as tes bouillettes, t'amorces pendant. Alors je suis pas très bon à la carpe, mais t'alimentes en bouillette pendant une semaine. Tu viens de poser la 48 heures. C'est pas le même délire que je prends ma canne, je descends de l'immeuble et je vais au canal Saint-Martin balancer des petits leurres. Et encore, Ouais, ça c'est peut se ça. passer ailleurs. Mais en fait, la pêche est quand même une activité beaucoup plus citadine qu'on le pense, depuis au moins le 19e siècle. Mon pote Frédéric Roux, il a travaillé là-dessus. Là, l'avantage du street, et donc le leur permettait ça, c'est que c'était plus des gens qui habitent, alors, plutôt en banlieue d'ailleurs, et qui vont à la campagne pour pêcher, c'était la pêche qui rentrait carrément dans la ville. Et ça aussi, ça intéressait énormément les journalistes, puisque là, évidemment, on était sur des enjeux territoriaux quasiment, de représentation, de ce que c'est que la nature, de ce que c'est que les loisirs urbains. Il y a eu un moment, voilà, ça a mêlé des choses qui n'étaient pas faites pour se rencontrer, et ça suscite évidemment l'intérêt des médias, et puis c'est intéressant tout court, évidemment, Mm, ça mm. c'est clair. Chouette. Et bah du coup, on a pas mal digressé et on est parti sur la dimension un peu plus sleur, mais qui va dans la direction de ce que je voulais prendre. Est-ce que tu peux, toi, Numa, alors, ce que je te disais en préambule tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est pas de faire une pub pour un modèle ou une marque, etc. Toutefois, tu l'as dit toi-même, tu travailles dans une marque, donc tu as forcément une vision très axée sur un type d'équipement. Mais est-ce que aujourd'hui, tu es en capacité de nous donner quelques conseils sur toi, déjà pour commencer, comment tu choisis une canne à pêche, d'où tu pars, parce qu'aujourd'hui, on a tous été comme ça. Moi, le premier gamin, tu arrives devant le rayon, il y a 25 cannes, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres et tu sais pas laquelle acheter. Comment tu fais ton choix? Où est-ce que ça commence? Est-ce que ça commence dans le magasin, avant? Enfin bref, comment tu choisis? Alors, ça, c'est quand même une question qui est compliquée, ça. Parce que c'est. Bon. Alors, c'est compliqué, peut-être pas, parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est peut-être moins personnel qu'on pense qu'une canne. En fait, une canne, il y a quand même des critères objectifs. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on part du besoin. En réalité, quand j'ai besoin d'une canne, je sais ce que je cherche. Je veux dire, je le sais parce que j'attends d'elle certaines propriétés mécaniques. Là où je crois que la subjectivité, elle intervient, c'est plus dans le prix qu'on veut y mettre, en fait. Tu vois. Moi, j'ai toujours été Hmm. sidéré que des gens ils mettent 1000 balles dans une canne. Ça m'a toujours tué. Alors que moi, je les casse dans les portières, les machins. Je veux dire, mais bon, je respecte, je comprends en réalité, hein. Je comprends la démarche, il y a pas de souci. En plus, faut bien comprendre, l'activité pêche, elle est vachement liée au temps. Alors, on en parlera, tiens, un peu après. Ça, c'est intéressant parce que ça concerne aussi la consommation. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on va beaucoup à la pêche qu'on consomme plus. C'est même plutôt l'inverse. Le top du top pour un marché, c'est que les gens soient passionnés de pêche et qu'ils aient pas le temps d'y aller. Parce que c'est une sorte de succès d'année, tu vois, comme ça compense un peu. Et là, ils mettent de l'argent. Parce que le mec qui va beaucoup à la pêche, il dépense plus grand-chose. Il sait ce qu'il faut comme leurre. Il achète, prend des cannes à 100 balles, parce qu'il se doute bien que ça suffit. Il va peut-être mettre un Je peu vais plus faire en écouter lumière. ça à ma femme pour justifier les 5000 heures que je dois avoir dans mon garage. Ouais, voilà. Alors après, les leurres, c'est un peu différent. Parce que quand tu pêches quand même beaucoup... Enfin, si tu pêches beaucoup des milieux très différents, tu te rends compte assez vite qu'il faut une panoplie. Par contre, si tu pêches toujours le même lac, généralement, à la fin, les mecs ont Hmm. une petite boîte comme ça. Ah bah Et oui. aussi parce que quand tu pêches beaucoup, tu peux te permettre d'être capot, tu t'en fous. Donc, t'es moins dans le truc. Le mec qui a pas trop de temps de pêche, comme actuellement moi, il a quand même envie de s'éclater en y allant. Donc là, il a tendance à... Mhm. En tout cas, la canne, ça part d'un besoin. Je sais pas, moi, je te prends un exemple concret sur une pêche qui est pas trop la mienne. Mais admettons, si on parle de truite, admettons que je veuille, parce que j'aime bien ça, j'y vais de temps en temps. Si je veux aller pêcher un lac d'altitude, tu sais, les trucs qui dégèlent là, au mois de juin, Hmm. juillet, avec les truites lâchées en hélicoptère, bon, c'est très drôle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une canne assez longue, parce que je suis au milieu des montagnes, c'est rare de taper dans le sommet d'une montagne, très souple, pour pouvoir lancer très loin. Et parce que très souple, ben, je veux dire, je suis pas à 1 mètre près, je m'en fous. Le but du jeu, c'est de lancer au milieu du lac. Enfin, c'est rare qu'on soit obligé de tomber sur le gobage, quoi, ça n'arrive jamais. Voilà. À l'inverse, si je dois pêcher un petit milieu, prendre une canne plus courte, avec un carbone d'un meilleur tonnage, une canne un peu plus fast pour pouvoir lancer précis, voilà, sans qu'il y ait trop d'imprécision au lancer. Ouais. Bon, c'est des trucs complètement comme ça. Le problème de ta question, c'est qu'il y a tellement de leurres et de techniques
qu'il faudrait passer tout en revue. Ce qui est amusant toutefois, c'est même pas ça. C'est pas d'observer, parce qu'en fait, en réalité, il y a une rationalité dans le choix des cannes. Je veux dire, je sais pas moi, si tu veux pêcher spinnerbait, enfin si, admettons, tu veux pêcher big bait ou n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas non plus 36 modèles de cannes qui permettent de faire ça et on s'en rend compte assez vite. Ce qui est assez rigolo, c'est plutôt, moi, ce que j'aime bien, c'est tout l'imaginaire qu'il y a autour, mais je veux dire dans sa dimension mythologique. Par exemple, moi, je passe beaucoup de temps dans les magasins avec mes gars. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le mec qui prend une canne en disant, ah, celle-ci, j'en veux une bien longue. Comme ça, j'aurai un meilleur bras de levier pour combattre, je sais pas moi, mon Mm. silure. Bon, alors que si tu as fait de la physique, tu sais bien que plus la canne elle est longue, plus le bras de levier il est en faveur du poisson. Il faut une canne Mhm. plus courte. Tu vois bien comment ça fonctionne. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça veut pas dire que c'est faux, ça veut pas dire que c'est irrationnel. Ça veut dire que c'est une autre rationalité. Et ça, c'est intéressant de voir la manière dont elle s'enclenche, la manière dont les mecs embrayent et débrayent sur ce genre de truc. Parce qu'il y a aussi, il y a des fois, ils arrivent à en sortir. Il y a une sorte de prise de conscience, de lucidité qui dure souvent pas longtemps. Puis hop, ils retournent sur leur premier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait de la vente, c'est que généralement, il faut exploiter la première intention du mec que tu as en face de toi, c'est la bonne. Le but du jeu, c'est pas de le contredire. Mais en Mhm. tout cas, choisir des cannes, je veux dire, c'est pas. Si tu pêches du bord, il faut qu'elle soit plus longue. Si tu pêches en bateau, elle peut être plus courte. Et Voilà. il y a plusieurs sujets, je trouve, qu'on élude. Tu l'as dit en magasin, tu prends ta canne, tu vérifies, là, ah, ça va bien. Certains ont les astuces, etc., pour tester Mais alors, il y a les ceux qui différents facteurs. secouent, il y a ceux qui plient, il y a ceux. Ouais, sur la gorge aussi, Ouais, etc. Ça se c'est une faisait à un arnaque, moment ça. donné. C'est une arnaque, ça marche Euh, effectivement toutes les cannes. C'est Carrossier qui avait inventé ça, mais c'est très bien vu, c'est super. bref, il y a aussi des éléments dont on parle peu. Je vais commencer par ceux qui paraissent les plus évidents et un que je trouve complètement laissé de côté, que je ferai après. Déjà, alors t'évoquais les sujets de modules. C'est pas toujours simple de comprendre ce qu'il y a derrière. Et Ouais. le deuxième sujet, c'est les anneaux. À la fois sur les tailles, la qualité, et aussi en fonction du nombre de pattes, etc., ça a des impacts différents sur l'action de ta canne. Et par ailleurs, tu as aussi le montage brésilien là, avec les anneaux qui retournent, etc. Ouais. Est-ce que toi, c'est un facteur que tu prends en considération quand tu choisis une canne? Alors, en réalité, moi, je suis comme tout le monde, en fait. Moi, je suis pas chef produit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la canne, quand je la prends en main, c'est un produit fini. Ce qui fait qu'en fait, le problème des anneaux, c'est quoi? Moi, je connais pas très bien les anneaux. Bon, sur la qualité des anneaux, oui, bah, c'est mieux d'avoir du SIC que pas du SIC. Maintenant, il y a aussi énormément de, de bullshit dans ce domaine-là. Je vois pas quel poisson pourrait créer un échauffement tel qu'on ait besoin d'évacuer cette chaleur si vite. Tu vois, enfin, je veux dire, on est dans Mm. l'aéronautique à la fin, dans les trucs. Je comprends même pas. Bon, c'est bien, ça fait marcher le commerce. Mais je veux dire, aujourd'hui, euh, bon, par exemple, Fuji, ils ont très bien réussi à implanter leur marque, et etc. Tant mieux pour eux. Et c'est des très bons anneaux, indiscutablement. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin toujours de Fuji Sig? Je veux dire, si pour aller pêcher des perches et des brochets, on peut Mm. économiser facilement 50 balles sur sa canne à pêche en prenant, je dis n'importe quoi, je dis Call Control parce que c'est ce que moi j'ai sur mes cannes, mais ça peut être d'autres marques, quoi. Mais par exemple, donc pour moi c'est un produit fini. Donc en fait ce que je fais c'est que je la prends, je vois à peu près si ça va convenir. Alors je fais tout le monde, hein, comme tout le monde, hein, je secoue, je fais mes trucs et tout. Mais moi si tu veux les anneaux, je sais, parce que je suis un peu dans le truc, que la manière dont sont placés les anneaux peuvent complètement changer l'action de la canne. Mais moi je m'en fous. Moi ce qui me compte c'est de la manière comme ils ont été placés. De toute façon je vais pas les déplacer. Donc si ça me va pas comme ils ont été mis, je vais en choisir une autre. Après les tonnages qu'il faut comprendre, c'est tu sais, des trucs tout bêtes, hein. Ce qu'on appelle le tonnage, en gros c'est la pureté du carbone dans le blanc. Donc, ça va en gros de 16 à aller 50 chez Shimano, 46 tonnes plutôt, machin. Évidemment, plus la canne a une teneur en carbone forte, donc plus tu montes en tonnage, plus la canne est légère, plus elle est rapide, donc plus elle se redresse vite, donc plus elle a tendance à lancer loin, mais plus elle est fragile. Voilà, c'est ce qu'il faut D'accord. retenir. Et inversement, donc le carbone il est jamais pur. Et c'est mélangé à quoi? C'est mélangé, on peut le dire comme ça massivement, à de la fibre de verre. Donc les cannes à pêche qu'il y avait dans le carbone. Fibre de verre, c'est lourd, c'est mou, mais par contre c'est hyper costaud. Donc c'est juste une histoire Mhm. de compromis. Et par exemple, si tu veux pêcher, je sais pas moi, vibration, tu vois, les places grand bait là, Mhm. bah, t'as une canne en fibre, c'est parfait, parce que ça envoie hyper loin les vibrations, ça absorbe bien les vibrations du vibration, justement, du place crankbait dans l'eau.
À la touche, ça amortit un peu, c'est pas mal. Certaines cannes Big Bait sont faites un peu dans cette idée-là. Par exemple, je pense à la canne qu'a faite Lionel Laporte pour Tenryu, là. C'était une canne Big Bait, une rouge, là. Mhm. On aime ou on n'aime pas, il y a des gens qui aiment pas, mais en fait, elle était un petit peu chargée en fibres, ce qui fait qu'elle est très agréable pour lancer. Parce que non, plus c'est sec, plus c'est la galère pour lancer avec aussi. Il y a ça Mhm. qu'il faut voir. Par contre, évidemment, c'est plus agréable à lancer, mais il faut envoyer un peu plus au ferrage parce que la canne va avoir tendance à un petit peu plus rendre la main. Il n'y a pas de solution idéale. Il y a quelques pêches où vraiment, voilà, il y a des qualités de carbone qui sont vraiment hyper bien adaptées. Mais pour le reste, bon, je veux dire, moi je pense qu'il faut pas trop entrer dans la technicité. C'est ce que la canne elle te plaît, elle va bien pour ce que tu veux faire. Le talon il est pas trop long, pas trop court. C'est Ok. aussi simple que ça. Justement, ça, pour moi, c'est le facteur, je trouve, dont on parle jamais quand on parle de canne à pêche. C'est le talon. Euh, Mais moi je vais pas t'aider pour- parce qu'en plus je m'en fous un peu. Je pêche beaucoup en Ouais. flux de tube, ouais. Et les gens Parce ils me que, disent, en fait, ça, justement, ce que tu dis, en fait, le talon, on en parle que quand on fait du kayak ou du flotte tube, c'est ça. parce Ouais. que ça doit être court. Mais en fait, tu vois, on parle de bras de levier, mais pour moi, le bras de levier, c'est aussi quand tu lances. Alors là justement oui, là si le talon est long, t'as un meilleur bras de levier pour lancer. C'est pour ça que je dis que je m'en fous. En fait je m'en fous dans le sens que à part certains trucs. Moi, je préfère avoir un talon long pour pouvoir lancer ce que j'ai à lancer en flotte tube, y compris donc des big baits. Et après, je m'en fous, hein, je le mets sous le bras et tout ça. Je préfère avoir une canne. Pour moi, c'est un peu la même canne que je vais utiliser sur le bateau et sur le flotte tube. Et effectivement, quand tu pêches en grand lac, ils sont bien ces grands talons. Parce que d'abord, en grand lac, on anime peu. Parce qu'en fait, c'est aussi quand même beaucoup une pêche. Voilà, faut tenir le coup, c'est un marathon. Donc, avoir un long talon, c'est un meilleur bras de levier, effectivement. Et ça permet, tu cales ça sous le bras, t'es bien. Bon, après, sinon, si tu pêches avec des jerks, mieux vaut avoir un talon un peu plus court, mais tout le monde observera que, alors, par exemple, une canne jerk, typiquement avec les talons courts, j'utilise ça beaucoup pour les jerks et les leurres de surface. C'est-à-dire tout ce qu'il faut twitcher de jerker, c'est comme ça. Mais faut bien voir que c'est quand même plus fatigant quand même moi je trouve de pêcher avec ça. Après, bon, Ouais. Ok. Ok, super. mais Merci. moi je me D'autres prends pas choses? trop la tête, contrairement aux gens ce que peuvent penser. J'utilise beaucoup des cannes pas chères. Déjà, si c'est une canne, c'est bon, je vais me démerder avec. Franchement, je suis pas un amoureux du matos, mais pas du tout. Vraiment, je m'en fous complet. Les leurres, ça On est clair. m'intéresse un peu, parce que les leurres, c'est dans l'eau. Ça m'intéresse. Parce qu'en dehors de Ah, l'eau, ça, c'est ce que me disait mon père. Le meilleur leurre, c'est celui qui est dans l'eau. oui, oui, oui. Puis, oui, mais bon, le problème, c'est qu'il y a des leurres qui sont pas du tout adaptés. Moi, une grande importance aux leurres. Mais Et, justement, ça, ouais. c'est la question suivante. Comment tu choisis un leurre? Euh, alors, avec le temps, ce que je vais dire va paraître complètement métaphysique. Avec le temps, je me rends compte quand même. Simondon, lui, il avait une approche justement des objets techniques où il disait en fait, les objets techniques, c'est presque une espèce animale à part qui a ses propres logiques d'évolution. Et, et en fait, ce qui gêne ce processus d'évolution, en tout cas pour qu'il soit performant, c'est souvent l'homme. Hmm. Et que c'est plutôt nous, en fait, qui empêchons les objets techniques de faire ce qu'ils devraient faire parce qu'on a nos propres exigences, parce que voilà, machin. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus moi je trouve que c'est pas moi qui pêche, mais que c'est ma boîte de leurre et que je pêche mieux quand je la laisse faire. Alors ça veut dire quoi? C'est que quand même, il y a une méthode, il y a une progression dans le choix des leurres. On commence tous un peu avec les mêmes choses. On sait tous reconnaître des conditions, tu vois, climatiques. Je dis n'importe quoi. Il y a du vent, berge battue par le vent, spinnerbait. Mais derrière, il y a un chemin. Si spinnerbait ça marche pas, voilà. Et souvent, je me rends compte que moi, j'essaye d'être créatif. Plus simplement, je laisse faire ma boîte de pêche parce qu'en fait, ils ont un lien entre eux, tous ces leurres. Mieux c'est, souvent. Et c'est. Alors, ça, Donc les pour gens, toi, ils aiment c'est pas. juste la logique du moment. Tu dis, tiens, j'ai essayé ça, ça marche pas, je vais essayer. Mais c'est parce qu'en fait, dans 99% des cas, les situations se répètent. Je veux dire que tu sois en France, en Irlande ou machin, selon les situations, il y a 4 5 leurres qui machin. Souvent, le vrai problème, c'est les coloris. Les coloris, c'est toujours un souci. Parce que tu t'as vite fait de passer à côté. T'as tout fait bien, mais il y a des fois, si tu t'es bien raté sur le coloris, ça peut tout changer. Et ça, c'est hyper relou. D'où l'importance de connaître les locaux. Tu sais, comme moi, qu'il y a des lacs où c'est. Je me souviens, une fois, j'étais allé pêcher sur le lac Ontario, ça m'avait tué. Le lac, c'est une mer, hein, c'est le Portugal, le truc. Et, euh, et là-bas, c'était. Bon, déjà, c'était tube.
et pas autre chose, hein, pas un autre leur soupe. Et c'était Green Pumpkin ou Green Pumpkin. Voilà, je veux dire, comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, je me disais, c'est super, on en a fait plein, mais imagine, tu ne le sais pas. Tu arrives avec ton truc watermelon. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux te dire, moi, il se passe rien, j'ai essayé. Tu ne prends pas une touche. Et le coloris, pour moi, c'est le cauchemar. C'est vraiment le truc, ça me. Et pour tout le monde, c'est pour ça qu'on a tous petit coloris perche. Là, par exemple, chez Savage, cette année, tu vois, on a fait des petits leurres prémontés pour pas que les gens ils se prennent la tête. Bon, en gros, il y a les coloris gardons et puis il y a les coloris perche. Parce que c'est prudent. 8 fois sur 10, c'est un coloris qui sera accepté. Mais toi, on a tous notre petit Fire Tiger, notre petit coloris perche. Justement, sur un spot que tu découvres, que tu connais pas, t'as pas d'infos là, tu pars avec. Tout le monde a sa théorie sur les couleurs, il y a ceux qui aiment certains trucs, d'autres pas, etc. Toi, si tu dois faire une boîte en speed, au-delà des modèles, est-ce que tu as une structure, une organisation? Moi, je sais qu'à titre perso, tu vois, quand je vais en mer, c'est vert, bleu, blanc et transparent. Ça, c'est la mer. Tu Et puis, en vois? plus, c'est la mer, il y a des secteurs. En plus, il y a des coloris qui marchent très bien sur des secteurs et tout ça. Mais du Alors, coup, est-ce que toi, tu as ce même truc? Tu dis, non. ok, si je connais pas, je vais quand même avec cette base-là parce que je sais que c'est une base un peu Non, et en plus, passe-partout. on pourra pas trop rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui changent énormément pour moi. Par exemple, si je pêche en bateau, je sais que si je me plante dans le coloris, le poisson va au moins suivre, je vais le voir et je vais pouvoir m'adapter. En flottube, souvent, tu les vois pas suivre et donc Hmm. t'as pas cette information-là, donc je vais m'y prendre déjà légèrement différemment. Mais si tu veux, un peu comme tout le monde, je vais commencer par des trucs plutôt naturels. Pas parce que je pense que ça tapera mieux. Alors évidemment, si j'arrive que l'eau elle est laiteuse, je sais que ça sera rouge, mais ça c'est l'expérience du pêcheur. Si elle est argileuse, là, c'est cette couleur marron clair, le rose c'est super. On sait des choses comme ça. Si l'eau elle est translucide, tout ce qui marronasse, ça marche bien. Voilà, mais je veux dire, non, ça peut foirer. Mais généralement, tu sais, je fais un peu comme tout le monde. J'ai quand même mon coloris, mes coloris naturels. Je commence là-dessus. Mais pourquoi c'est par prudence? C'est que je veux pas être emmerdé par cette histoire de couleur. Donc j'essaye de trouver quelque chose d'un peu neutre. Mais en fait, le problème, c'est que rien n'est jamais complètement neutre. Puis Hmm. après, alors là, c'est l'expérience par contre. Il y a des petits tips. Par exemple, les coloris Lemonback, d'abord, sont peu utilisés. Donc les poissons s'en méfient moins. Et ils sont aussi efficaces par eau claire que teintés. Donc ça marche très bien. Les coloris genre albinos, comme on a chez Savage, l'avantage de ce coloris-là, c'est que c'est soit ça marche pas du tout, mais ça marche souvent plutôt pas mal. Mais en plus, il y a des fois, c'est carton, c'est-à-dire qu'en fait, le coloris prend le dessus sur le leurre. Donc ça, il y a des fois, surtout Hmm. quand t'as qu'une journée, ça peut être super parce que tu t'es complètement planté dans ton pattern, mais comme ça les rend ouf, tu vas avoir des touches comme ça. Ça, voilà, c'est le truc. Mais les coloris, c'est un vrai problème. Mais j'ai pas une démarche très différente de celle des gens. Et j'ai même envie de te dire, ma principale démarche consiste à demander au mec du coin quel coloris marche bien. Mais à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus prudent à faire, c'est ce qu'il faut Ou faire. d'aller à la boutique du coin, regarder là où il y a des trous. C'est ça, c'est ça. En sachant que c'est une technique de vente, hein. Quand un coloris il se vend mal, le vendeur, généralement, il en enlève plein pour faire croire qu'il se vend bien et il les remet au fur et à mesure. Bah, merci pour le tuyau marketing. Ouais. Bon, bah canon. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur la technique, des sujets que tu veux aborder dont on parle pas ou pas assez? Il y a plein de choses, les leurres, les badlings, les moulinets, Ouais. etc. Là, on Non, a fait les cannes, les leurres, mais est-ce que toi, il y a, voilà, non, sujet. en fait, là, je peux peut-être pas trop développer là-dessus, je sais pas ce qui te reste comme temps d'émission, mais là, par Vas-y, exemple, on en est ce moment, tranquille. ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les questions de pression de pêche. Parce que, d'abord, effectivement, maintenant, la pêche au leurre est devenue un loisir de masse. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde au bord de l'eau. Et moi-même, par exemple, j'ai mis du temps à changer un petit peu mes habitudes de pêche. Euh, et ça, c'est des questions qui m'intéressent parce qu'en fait, non, le fait que ce soit devenu un marché de masse fait que les gens, en fait, souvent, ils pêchent tous avec la même chose en plus. Donc, Mm, c'est là où sortir son épingle du jeu, ça commence à être intéressant. Et ça peut être sur des tout petits détails. Par exemple, il y a pas mal de plans d'eau où je pêche plus en tresse, je pêche en mono, tu vois, des choses comme ça. d'accord. Euh, Chez Savage Gear, par exemple, dans tous nos leurres, il y a un rattle. Et Mhm. je commence à dire aux gens, n'oubliez pas de l'enlever de temps en temps, surtout en fin de saison, tu vois, des choses comme ça. Il y a aussi, par exemple, donc j'essaye de. Ce qui m'intéresse là en ce moment beaucoup, c'est d'essayer d'identifier ce qui fait peur aux poissons. Donc, par exemple, typiquement, les tac-tac des sondeurs et les moteurs électriques, ça leur plaît pas trop. Donc ça aussi, c'est pareil, il y a tout un. Ça veut pas dire qu'il faut plus acheter de sondeur et de moteur électrique, mais c'est là qu'il faut l'utiliser différemment. Et puis aussi, par exemple, en fin de saison, clairement, les ploufs, ça leur fait peur. Et pour moi, dans mon métier, c'est pénible parce que à partir du mois d'août, quand ils ont reçu plein de pression, si les mecs ne font plus de poissons,
parce qu'ils lancent comme des malades, surtout par deux, dans des dérives, en s'ajustant au moteur électrique. Pour moi, c'est pas bon pour mon business. Faut que les mecs ils fassent du poisson. Donc, il y a tout un travail de pédagogie pour expliquer. Donc, par exemple, il y a certains leurres silent, je pense aux freestylers, qui se lancent vraiment très loin, hein. Ça peut se lancer à 100 mètres avec un bon équipement et qui se mettent 10 minutes à se ramener, parce que c'est des petits twitch, c'est silent, c'est ce qu'on appelle des silhouette baits, c'est-à-dire que sa seule présence dans l'eau, c'est juste la silhouette. Donc, voilà, ça permet de faire du poisson, et ça permet de faire prendre aussi du poisson à des gens qui, en fait, faut bien se dire, si les mecs ils lancent que des divinateurs, alors en plus, c'est ça, puis en plus, il y a les biais de confirmation qui sont activés à mort. Comme le mec il pêche qu'au divinateur ou que réplicant ou j'ai n'importe quoi, que la lynx ou trout, bah il les prend qu'avec ça. Comme il les prend qu'avec ça, bon, il s'enferme là-dedans et en fait petit à petit c'est comme ça qu'on perd des pêcheurs parce que la seule issue de cette démarche c'est de voir ces résultats baisser d'année en année. Même sur des très grands milieux comme chez moi là où ils font 4, 5, 6 000 hectares, 5 500 pour les plus grands, je veux dire un leurre qui est bien adapté, où il y a une réponse nette des poissons, ça ne peut pas durer plus de 18 mois. Donc il faut quand même qu'on est obligé de... Alors c'est bien parce que comme je dis toujours, ça veut dire que le marché est homogène à la pêche. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'acheter des leurres. D'accord? Donc ça c'est bien pour nous. Ils ont besoin de nouvelles vibrations. Et par exemple, mais il y a des malentendus. Par exemple, on avait sorti un shad qui s'appelle le Monster Shad, qui est vraiment un très bon shad, et qui a une caractéristique, c'est que le paddle, il est un peu éloigné du corps par le fait que c'est un ancien finesse, donc une longue partie tubulaire comme ça, et qui a tendance à vibrer elle-même d'une certaine manière, plus que le paddle. D'accord. Donc comme cette vibration-là, elle n'est pas connue des poissons, bah, carton pendant 1 an. Mais c'est là où c'est compliqué, c'est que comme il y a un gros fétichisme chez les pêcheurs, après il faut savoir lui dire, bah, ce leurre-là, tu le ressortiras après là où il n'a pas été trop vu. Mais là, peut-être va falloir que tu passes à autre chose. Même si c'est pas un leurre de chez moi, hein, que ce soit le leurre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Et je pense aussi d'ailleurs qu'à l'avenir, euh, on va sortir de tout ça un petit peu, hein, parce que ça marchera pas très longtemps, de bah voilà, comme si les leurres se nourrissaient de poissons. Ce leurre, il marche, ça ne veut rien dire. Voilà. C'est pour ça que la notion de pattern a été inventée, c'est que le leurre, il compte pas beaucoup en fait. Mais les gens vont quand même devoir retourner un peu plus de technicité, mais ça va passer par le fait qu'il faut aussi que les marques arrêtent de leur mentir en disant tiens, prends ça, ça c'est miraculeux, tu vas faire du poisson avec ça. Va falloir qu'on refasse comme parce que c'est ce qui manque dans la presse halieutique, c'est ce qui manque avec la presse halieutique, je veux dire, qui a quasiment disparu. Il va falloir quand même qu'on réapprenne aux pêcheurs à bien pêcher, à se poser la question de la vibration de son leurre, de plein de choses. Par exemple, il y a un trend, il y a une tendance actuellement sur les coloris Ghost, là, translucides. C'est très bien parce que c'est très joli, très organique, c'est vrai que ça fait très naturel. Bon, le problème, c'est que les gens n'ont pas le réflexe de se dire, bon, mais si je pêche par grand beau temps, en passant au-dessus des poissons, si mon leurre est translucide, il peut pas le voir, il faut un leurre opaque. Donc c'est par là que ça passe. Je suis pas d'accord avec toi, Numa. Il va falloir. Je suis pas d'accord avec toi. Typique. Alors je suis pas 100% d'accord. Alors moi, je vais même aller plus loin. C'est que moi, typiquement, le Ghost, j'ai commencé il y a 25 ans, ça fait vieux maintenant, ou 20 ans, je sais plus, il y a une vingtaine d'années avec le Super Spook. C'est un ancien du coin qui m'expliquait, qui grattait ses Super Spook. Et du coup, j'ai testé ce truc-là, tu vois, de le gratter avec un dos de couteau pour même tu vois, celui qui a juste le dos jaune, là, qui est vraiment quand même déjà assez translucide. Tu m'entends ? Ouais, il y a juste un petit... Allô, Numa, ça a frozen quelques secondes. Ah, Attends, t'es en train de revenir, je pense. Allô ? Moi, je t'entends bien, en fait. Hein. C'est de ton côté. Si a priori, tu m'entends bien. Ah, ça y est, t'es revenu. T'es revenu. Ouais, c'est ta caméra qui a pas aimé que je dise que je suis pas d'accord. Mais typiquement... Sur les leurres de surface, oui, c'est très, très, très vrai. Chez moi, le leurre de surface, quand l'eau est claire, typiquement, tu vois, je pêche beaucoup à Chausey. Si l'eau est claire, mais vraiment très claire, tu vois, à 5-6 mètres de fond, de sûr, je vais sortir mon Super Spook qui n'a pas de couleur ou un autre leurre transparent. Mais en fait, je suis d'accord avec toi. Tu vois ? Je suis d'accord avec toi, je parlais sous la surface. Bon, alors tu vois. En surface et hors surface, c'est un peu différent. Ok. Je pensais plus à l'ambiance pêche big bait et tout ça. Où là, les poissons peuvent venir de fond en eau douce et il ne faut pas qu'ils ratent leur cible. Et là, pour le coup, la visibilité du leurre est extrêmement importante. Mais leur surface, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et d'ailleurs, je te rejoins tellement parce que quand on pêche le pont d'Orellana, il y a des moments où les poissons, ils sont là, un petit peu là, par exemple, mais ils préfèrent aller taper vers la surface, tu vois.
Et en fait, tu te rends compte Mhm. que ce qui marche bien, c'est les leurres de surface translucides et les leurres subsurface opaques. Tu vois, comme quoi, c'est pas Ah, c'est marrant comme ça. dirait Aristote, c'est contraire mais pas contradictoire. Ah, excellent. Excellent. Ah là, là, on pourrait parler 8 heures, trop de trucs à dire. Bah écoute, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, dont on n'a pas parlé, ou un truc à dire? Euh... Ouais, alors peut-être pour accrocher avec le début. Ouais. Tout à l'heure, m'est traversé une pensée, mais parce qu'elle me traverse souvent en ce moment, et qui répond aussi à des interrogations qu'ont les gens sur l'activité professionnelle, comment on se sent par rapport à tout ça et tout. Ce que je voulais dire aussi sur, par exemple, ce qui fait on modifie un peu son ethos en tant que pêcheur, du fait des années et tout ça. C'est aussi un truc, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur d'autres choses, c'est qu'avec le temps, parce que moi la pêche au leurre, ça fait quand même, je fais ça depuis que j'ai 15 ans, hein, donc ça fait plus de 30 ans, donc. Et donc en fait, avec le temps, donc il y a plusieurs phases quand on pêche au leurre. Il y a une phase de découverte, de fascination, il y a une deuxième phase qui est généralement le rendement, puis après les gros poissons, puis après on revient au rendement, enfin il y a tout un cheminement. Et donc là, le témoignage que moi je peux apporter, c'est le témoignage d'une de ces rares personnes en France qui fait ça depuis vraiment très très longtemps, depuis le temps d'une vie, quoi. Et en plus, dont l'activité halieutique est redoublée par une activité professionnelle qui lui ressemble beaucoup. Donc, et simplement ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte quand même avec le temps que, si tu veux, j'aime bien dire que le pêcheur, c'est un statisticien qui s'ignore. Et souvent, je Ouais. rajoute que c'est ce qui explique que c'est un si mauvais statisticien, c'est que justement, il s'ignore. Il n'y a pas de méthodologie. Et en fait, ce qu'on découvre un peu avec le temps, alors moi je suis vraiment complètement arrivé au bout de ce truc-là, bon, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de meilleurs pêcheurs. Et qu'en fait, des choses qui nous attirent au début, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont vers la pêche, là on est un peu dans la sociologie, mais aussi parce que bah, la vie les a un peu déçus. Alors, soit la compétition pour les femmes, bon, ça marche pas trop, d'ailleurs il y a des reels là-dessus qui marchent beaucoup. L'école, c'est aussi un système d'humiliation extrêmement performant. Le travail, c'est compliqué. Et d'ailleurs, la sociologie montre que souvent, les pêcheurs sont des gens plutôt entre 30 et 40 ans, qui ont eu un contact avec la pêche plus jeune, et en fait qui retournent à un loisir nature parce que 30, 35 ans, c'est l'âge où Bobonne et les enfants, c'est parti, mais ça fait un peu chier. La vie professionnelle, on se rend compte que les promesses du capital sont jamais tenues. Donc les mecs vont vers autre chose. Mais en fait, ce qui se passe Alors, après, vas-y, pour vas-y. compléter ça, j'aime bien cette vision-là. Je rajouterais aussi que c'est l'âge où tu commences à t'assumer. Bah, moi, je pêche depuis que je suis gamin et je suis. Enfin, Ah, je tu sais ce vois, que mes tu vas dire premiers et je suis bien bigorneaux. d'accord. Vas-y, ouais. Tu vois, moi, c'était un an. Et en fait, toute ma jeunesse, mon adolescence, collège, lycée, en fait, tu joues au foot. Tu Mm. vois, j'ai le cas avec mon fiston, il joue pas au foot, les autres viennent lui dire que c'est une fille. Et en fait, c'est assez dur pendant des années d'assumer que tes loisirs sont pas les mêmes que les autres. La pêche a en plus longtemps eu cette image de loisirs de beauf, de la campagne, etc. Et en fait, quand tu arrives la trentaine, 35 ans, le regard des autres, tu commences à en avoir un peu rien à secouer, Ouais, ou en tout cas à le prendre avec un peu plus de distance. Et je pense que c'est l'âge aussi où tu commences à dire, bon, fuck, en fait, je passe un bon moment. Ça me rappelle en plus pour beaucoup, tu vois, moi, Eva, ma femme qui pêche un peu aussi, ça lui rappelle quand elle avait 6 7 ans qu'elle allait avec les grands-parents sur le bateau, exactement. etc. Donc Exactement. en fait, il y a un côté comme ceux qui font les cartes Pokémon, tu vois, qui se rappellent de c'était il y a 20 ans. Bah là, c'est un peu le même délire. Tu revis tes anciens moments et en plus, t'assumes le gars qui te charrie sur le fait que tu vas à la pêche le week-end, tu t'en fous un peu, quoi. Exactement. Et alors, non seulement tu es d'accord, mais je rajouterai un étage à la fusée, qui est qu'aussi, quand même, arrivé 30-35 ans, les autres ne sont plus les mêmes autres. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'école où on est confronté à des gens qu'on n'a peut-être pas forcément envie de côtoyer. C'est Mhm. d'ailleurs l'aspect très bénéfique de l'école, de nous obliger de nous rapprocher de d'autres classes sociales, d'autres groupes ethniques, d'autres sensibilités, d'autres quartiers, machin, ça c'est super. Bon, mais pour le coup, on est obligé de composer avec, et puis bon, l'adolescence, l'âge adulte, la pression sociale, elle est extrêmement forte sur la construction de l'identité. Mais surtout à 30 ans, bon, bah, c'est plutôt des gens qu'on a choisi de côtoyer, qui donc nous acceptent mieux, qui nous ressemblent un petit peu plus aussi. Bon voilà, donc, et ça c'est très. Mais je te rejoins complètement. Et simplement pour continuer mon propos, donc en fait on se rend compte au bout d'un moment qu'il y a pas. Ce que je vais dire, je devrais pas le dire d'un point de vue professionnel, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de meilleurs pêcheurs en fait. Ce qu'il faut bien se Mhm. rendre compte, c'est que c'est très obésien. Euh, c'est vraiment plus tu vas à la pêche, plus tu fais de poissons. Peut-être pas de manière Mhm. exponentielle, mais un peu plus que proportionnelle quand même, pour des raisons qui sont faciles à expliquer. Tu accumules de l'expérience. Si tu es tous les jours sur le même lac, bah, tu sais un petit peu ce qui s'est passé hier, et tu es un peu mieux placé pour savoir ce qui se passera demain, etc. Donc déjà, Théorie des 10 000 heures. voilà, il y a quand même un désenchantement qui se produit, où en fait, clairement, si on met de côté
toute la mythologie qui est servie sur le sens de l'eau, machin, bah, tous ces trucs qu'un enfant ne croirait pas. Grosso modo, le meilleur pêcheur, c'est celui qui va le plus et qui est le plus allé dans son existence, c'est-à-dire qui a accumulé du truc. Mais après, il y a quand même d'autres choses qui succèdent à ça, tu vois. Alors, la difficulté quand je dis ça, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir une résistance psychologique, et en particulier chez ceux qui ont fait commerce de leurs compétences halieutiques, c'est qu'évidemment, le concept oppositif au hasard, c'est le mérite. Donc, Mhm. évidemment, les gens n'aiment pas du tout qu'on les attaque sur leur mérite, hein. Je veux dire, moi, comme j'avais dit un jour à un de mes anciens patrons, qui se prenait vraiment pour un cador, et qui était à deux doigts de nous dire que c'était un produit de la méritocratie à la française, il dit non mais c'est vrai que t'es quand même un gars qui sans aucun piston a trouvé un job dans l'entreprise de son père, tu vois. Donc les gens n'aiment pas trop. On leur dit ça, et d'une manière générale, même les pêcheurs qui sont là aussi, parce que ben l'avantage de la pêche, c'est que tu peux te croire toute ta vie le meilleur. Je veux dire, tu vois, il y a toujours un jour où tu vas cartonner, tu vas te dire bah voilà, voilà. Là c'est justice. Là hier j'étais capot, mais là c'était le hasard hier. Là c'est pas de chance. Là c'est justice. Donc, évidemment, leur dire ça, ça leur plaît pas trop trop, mais d'un autre côté, c'est extrêmement libérateur, c'est ce qu'il faut se dire. Et pour le coup, là, à mon âge, parce que j'approche les 50 ans bientôt, alors, moi, ça a créé une contrainte sur mon métier, parce que je suis pas censé dire ça. Je suis pas censé prendre cette posture-là. Voilà, je suis censé aller à la pêche plein pot. Mais en même temps, c'est libérateur, ça permet de revenir, justement, on revient à ses émotions originaires. Et par exemple, quand j'organise mes voyages de pêche avec mes potes, je sais qu'ils ont des plans d'eau avec des gros brochets. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire cette année, toi, je te le dis, j'ai envie qu'on campe au bord de la Loire, qu'on puisse Mhm. pêcher les chevennes à la mouche, essayer de prendre un aspoler, pêcher à la grattée avec la fille de mon pote que j'aime beaucoup. Allez, pêcher un peu le silure la nuit, c'est interdit, mais on s'en fout. Voilà. Ça me ferait plaisir. Revenir, ce que j'appelais le stade de Tom Sawyer avant, qui est quand même, à mon avis, au fondement de notre démarche et où il faut revenir de temps en temps. Je crois sincèrement. Donc tout ça pour dire aux gens, tranquille sur si vous faites pas les résultats que vous pensez, c'est pas parce que vous êtes des mauvais pêcheurs, c'est que vous n'avez pas accès aux bonnes informations, vous avez peut-être pas assez de temps de pêche, ou, voilà, c'est peut-être juste vous pêchez à un endroit où il n'y en a pas, quoi, voilà. Mhm. Essayez de prendre du plaisir à la pêche plutôt que des poissons, vous verrez que c'est beaucoup plus simple et que c'est beaucoup plus gratifiant. Bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. On aurait plein de choses à rajouter, mais je pense que c'est bien de s'arrêter là-dessus, non? Ouais, puis ça fait presque une heure qu'on parle ensemble, ça fait beaucoup. Je Allez, suis eh très ben bavard, je vas-y. suis désolé. Non, j'aime bien, je coupe. Moi